Ifriqiya Sport. La planète sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Salutations l'Afrique, salutations mes sœurs et frères africains, Salama, Nagadef, Mboy, Djaraman, Ayo, Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, les auditeurs qui sont présents dans notre cher continent, mais ceux de la diaspora qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Alors téléchargez, likez et une réaction s'il vous plaît à toutes nos émissions. Mesdames et messieurs, Ifriqiya Sport, votre rendez-vous hebdomadaire consacré au sport africain. On traite de l'actualité sportive, mais aussi des sujets de réflexion qui répondent à des problématiques en Afrique avec un panel d'experts, d'anciens joueurs, d'entraîneurs de haut niveau et qui donnent de la plus-value pour le sport africain. Mes amis, comme vous le savez, on a consacré plus de 3 émissions à la réussite de la CAN en Côte d'Ivoire. On a été là en Côte d'Ivoire, on a donné de l'information en continu sur 26 minutes sport, mais on a consacré plus de 3 émissions à la CAN en Côte d'Ivoire. Pour le résultat de la CAN, elle a été extraordinaire sur le plan organisationnel, c'était le top des tops, mais aussi au niveau le sac de la Côte d'Ivoire où les éléphants ont gagné un titre plus que mérité. Ils ont fait rêver tout le monde. Pour aujourd'hui, 2 monuments du sport ivoirien. 2 monuments, un au niveau organisationnel et un membre technique du staff de Emers Faye qui est avec nous. On va parler de la réussite de la Côte d'Ivoire. Messieurs, on aura avec nous Monsieur Guy Demel, sélectionneur adjoint de la Côte d'Ivoire, ancien joueur des Gunners d'Arsenal, aussi des Londoniens de West Ham. Il a porté les couleurs jaune et noir du Borussia Dortmund. Il a aussi été joueur à Hambourg. Guy Demel est un emblématique de la Côte d'Ivoire, un emblématique des stades européens. Il était aussi l'un des capitaines de la Côte d'Ivoire. Bonjour Guy. Bonjour Walid. Oui, heureux d'être avec vous sur Ifriqiya FM. Voilà, donc prêt à répondre à vos questions. Guy, parle-nous s'il te plaît de votre sac. Oui, à un mois de la compétition, on commence à réaliser que ce que nous avons fait collectivement est incroyable, de par le scénario, de par l'atmosphère, de par, on va dire, l'engouement du peuple ivoirien derrière la sélection. Donc, oui, énormément d'émotions à ce moment-là. Compétition assez particulière sur un plan individuel puisque je suis arrivé en Côte d'Ivoire en tant que consultant pour le groupe Canal+. Et puis après le dernier match face à la Guinée équatoriale, j'ai rejoint la sélection suite au départ du staff de Jean-Luc Gasset. Donc oui, décision facile à prendre puisque le numéro 1 était Emers Faye, donc un joueur avec qui j'ai partagé la chambre lorsque nous étions joueurs en sélection, mais qui est plus qu'un joueur, c'est l'un de mes meilleurs amis, marié à ma cousine, tout ça pour dire que nous avons longuement échangé sur notre approche du foot et du jeu, donc c'était assez évident pour moi de répondre à l'appel de la nation à ce moment-là. Et puis la suite, vous la connaissez. Voilà, comme je disais, beaucoup de rebondissements et une expérience riche, je pense encore une fois, sur le plan collectif et individuel. Guy, quel était votre match référence? Je pense que le match face au Sénégal, je veux dire, on ne pouvait pas avoir meilleur adversaire après les matchs de poule que le tenant du titre, qui avait fait un 3-sur-3 dans les poules, qui présentait un jeu assez fluide et beau à voir. Donc pour nous, on ne pouvait pas tomber sur un meilleur adversaire que le Sénégal si toutefois nous voulions réellement relancer la machine. Je pense que avoir joué face au Sénégal a levé aussi quelque part un peu de pression
Comme je disais, vous jouez le tenant du titre qui a une partition jusqu'à là remarquable. Donc forcément, vous n'avez pas la pression de perdre contre une nation, on va dire entre guillemets, parce que s'il y a quelque chose que cette CAN a montré, c'est qu'il n'y a pas de petite nation aujourd'hui en Afrique. Mais voilà, je pense que encore une fois, avoir joué cet adversaire-là et puis après d'avoir gagné, nous a permis de bien lancer et de faire en sorte que les joueurs adhèrent à ce que nous voulions mettre en place. Après, comme on l'a dit, le plus important a été rapidement de faire l'état des têtes de notre groupe, sur le plan mental, sur le plan psychologique, lever aussi un peu de pression sur les épaules de nos joueurs, remettre la notion de plaisir à attaquer ensemble, plaisir à défendre aussi ensemble. Donc, je pense que nous avons trouvé notre force dans cela. Guy, quel est le bénéfice de cette CAN pour les éléphants? Les bénéfices sportifs après avoir remporté la CAN, je vous dirais qu'elles sont multiples. Elles sont multiples parce que il y a bien évidemment de la confiance qui s'installe. Il y a aussi une certaine dynamique, bien évidemment. Alors là, on va avoir les prochaines échéances avec la prochaine trêve internationale et on sait le football. Chaque match est une nouvelle histoire, une nouvelle vérité. Donc voilà, mais oui, ça permet de créer une nouvelle dynamique, ça permet de faire adhérer aux joueurs à un certain cadre de travail, forcément, plus facile de travailler lorsque le climat est positif que négatif. On peut plus facilement imposer ou mettre en place certaines choses. Après, voilà, comme je disais, c'est multiple, à nous de bien gérer cela. On a fait preuve d'humilité durant toute la compétition. Nous savons qu'aujourd'hui nos joueurs sont animés par cela aussi. Respecter le jeu, respecter les adversaires et surtout bien répondre à ce que nous voulons mettre en place sur le plan technico-tactique. Et je pense que voilà. Guy, le titre va attirer beaucoup de jeunes issus de la diaspora. Comment tu vois cela? Je veux dire, c'est un éternel débat, ça, sur le continent, avec le coach Emers, qui est le numéro 1. Nous essayons de fonctionner au mérite et aux besoins de l'équilibre de l'équipe. Bien évidemment que tout sélectionneur, toute nation va avoir le plus de joueurs de qualité et en bonne forme possible, afin de faire les meilleurs choix. Donc, si ces joueurs-là doivent venir de la diaspora ou si ces joueurs sont des locaux, pour nous, c'est à nouveau le mérite et l'équilibre, les relations entre les joueurs et en dehors et sur le terrain, mais sur le terrain, les relations techniques entre les joueurs et l'équilibre de l'équipe et du groupe qui prévaut. Donc oui, bien évidemment, on se doit aussi d'être constamment dans l'anticipation entre préparer, on va dire le court terme et le moyen, c'est-à-dire répondre aux exigences du moment et préparer aussi le moyen terme. Donc forcément, nous avons aussi dans notre base de données énormément de joueurs, encore une fois, qui évoluent au pays ou sur le continent, et d'autres qui évoluent à l'étranger, en Europe et autres. Donc on continue de suivre ces joueurs-là et ça sera en fonction des besoins, en fonction des profils de l'adversaire et surtout des dynamiques de chaque joueur dans leur club. Mais bien évidemment qu'une CAN comme ça crée, je pense, de l'émulsion ou crée un peu plus d'intérêt chez des joueurs qui sont d'origine ou qui sont ivoiriens tout simplement. Donc on espère en tout cas que le plus grand nombre seront heureux de venir défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Un dernier mot, Guy, pour nos auditeurs, pour les auditeurs de Ifriqiya FM. Oui, pour les auditeurs, ce que j'aimerais leur dire, c'est de continuer à consommer du football africain, à supporter les jeunes frères qui évoluent sur le continent ou en dehors, à continuer à prouver au reste du monde que sur le continent
Voilà, nous sommes des connaisseurs, que nous avons du talent, que le football africain arrive fort et va continuer sa progression jusqu'à ce qu'il y ait un champion du monde africain. Voilà, en tout cas, merci pour tout. Merci Guy Demel. Pour vous rappeler, mes amis, Guy Demel, ancien joueur de Arsenal, d'Hambourg, de Dortmund. Il a porté les couleurs de West Ham. Il était aussi membre du staff des éléphants, comme vous le savez. Il est toujours membre du staff des éléphants. On enchaîne de Guy Demel. On va partir chez Jean Tanguy Yapaoudou. Jean Tanguy, notre ami qui était aussi au Four et au Moulin pendant la compétition. C'est le manager de la cellule de communication de la COCAN. Il va nous parler de ça. On va l'avoir avec nous. Bonjour Jean Tanguy, une première question, le bilan de la CAN. Merci Walid pour cette opportunité que vous me donnez de pouvoir m'exprimer sur les antennes d'Africa FM. Écoutez, le bilan de la compétition est très positif. Au regard de tous les retours médiatiques qu'on a eu, de tous les observateurs qui ont été sur place et même ailleurs, cette compétition a été une totale réussite. Donc nous nous réjouissons de cette aura, de cet écho que la 34e édition a pu avoir en Côte d'Ivoire. En tout cas, le bilan est très positif. Jean, quels sont les bénéfices pour le pays organisateur après une compétition comme ça? Écoutez, les bénéfices pour un pays sont à plusieurs niveaux. Déjà, au niveau du rayonnement du pays au niveau international, c'est un levier, un moyen de positionnement géopolitique pour capitaliser justement sur le nation branding, comme on dit, en tout cas la marque du pays à l'extérieur. Donc déjà à ce niveau, c'est très important. Au niveau interne, vous savez qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été construites et cela sert normalement, bien évidemment, au pays. Donc les routes, au niveau de l'industrie hôtelière, au niveau du tourisme, au niveau des infrastructures sportives pour la pratique du sport et le développement du football local. Donc il y a énormément de bénéfices. Jean, comment était, on va dire, l'engouement et l'engagement des Ivoiriennes et des Ivoiriens pour la compétition? Nous avons effectivement travaillé à ce que la population ivoirienne s'approprie la compétition. Vous savez, le thème de cette 34e édition, c'était la CAN de l'hospitalité. Et nous avons essayé de véhiculer donc des éléments de langage afin que les habitudes comportementales des populations ivoiriennes soient conformes à ce thème de l'hospitalité. Et nous sommes très satisfaits de la manière dont les populations ivoiriennes ont accueilli toutes les délégations qui sont venues. Nous avons véritablement manifesté l'hospitalité dans toute sa diversité, dans toute sa splendeur. Et les gens se sont sentis comme chez eux en Côte d'Ivoire et partout dans chaque ville où s'est déroulée la compétition. Effectivement, il y a eu une ferveur à telle enseigne que même les matchs où la Côte d'Ivoire ne jouait pas, les stades étaient remplis pour supporter les autres équipes. Jean, est-ce que tu penses que les infrastructures qui ont été mises pour la CAN vont profiter au club ivoirien? Au niveau des infrastructures, il faut dire qu'il y a une politique sur l'héritage de la CAN qui a été pensée par le COCAN et par le gouvernement. Les infrastructures sportives serviront justement au développement du football local, mais d'abord particulièrement à la Fédération ivoirienne de football qui en est le premier usager. Donc l'organisme en charge de la gestion donc de ces infrastructures, qui est l'Office national des sports, entrevoit justement en collaboration avec la FIF faire un bon usage donc de ces infrastructures afin que cela puisse servir au développement du football local. Jean, j'aimerais bien savoir comment jugez-vous l'événement en général? Écoutez, on va être très humble. Je pense que le travail a été très bien fait, mais il y a encore des zones d'amélioration. Nous avons entendu le président de la FIFA, Infantino, dire que la Côte d'Ivoire pourrait accueillir la Coupe du Monde en 2038. Nous prenons cela comme une bonne prophétie et nous nous mettons déjà à travailler pour que, à la veille de 2038, nous soyons capables de pouvoir accueillir cette Coupe du Monde. J'ai envie de dire qu'il manque pas grand-chose au regard donc du niveau d'organisation que nous avons eu à implémenter en Côte d'Ivoire, au regard des infrastructures, au regard des expertises locales en matière d'organisation des grands événements sportifs internationaux. Je crois que nous sommes à quelques marges près en capacité
capacité de pouvoir organiser, si le temps nous le permet, en 2038, en tout cas la Coupe du Monde. J'ai envie de dire que nous sommes, en tout cas dans cette dynamique-là, de pouvoir un jour l'organiser. Quel est, on va dire, l'apport, selon toi, de Emers Faye dans cette sélection? Oui, Emers Faye, en tout cas, a démontré aux yeux de la nation, aux yeux du monde, qu'il était un homme compétent. Je crois que il a bénéficié d'un bon groupe, laissé par Jean-Louis Gasset, qui a sélectionné. Son management, sa vision tactique a fait la différence pour la suite. Je crois qu'effectivement, de plus en plus, et ça, au-delà de la Côte d'Ivoire, on a vu un peu dans toutes les équipes nationales qui ont pu compétir à cette 34e édition, que les entraîneurs locaux sont de plus en plus plébiscités et ont plus la confiance ou le crédit, donc, justement, des fédérations. Donc, Emers Faye vient confirmer cela. Il a été lui-même confirmé dans sa fonction d'entraîneur, de sélectionneur de Côte d'Ivoire, et nous espérons qu'il fera encore de belles choses avec l'équipe nationale. Jean, quelle est la force réelle de la Côte d'Ivoire? Alors, vous savez, dans ce genre de situation, les choses se jouent à un détail près. L'équipe était déjà constituée. Je crois que c'est la force mentale, c'est le discours, c'est l'état d'esprit à ce niveau de la compétition qui fait la différence. Parce que les joueurs, techniquement, savent ce qu'il faut faire. Il faut justement un coaching particulier qui est beaucoup plus basé sur le mental et les aspects psychologiques. Je pense que Emers Faye a su justement toucher là où il faut pour susciter un regain d'orgueil. Et puis, je pense que tactiquement aussi, il a apporté quelque chose de plus que Gasset, à mon avis, parce que les remplacements étaient judicieux, les sélections pour les 11 de départ étaient très bien menées. Nous avons constaté notamment, effectivement, qu'il y a eu un avant Gasset et un après, et c'est tout à son honneur. Selon toi, qui était le meilleur joueur? Écoutez, les joueurs ivoiriens se sont chacun distingués dans leur périmètre de jeu. Mais on a eu quand même de grandes révélations, comme le jeune Adingra, qui ressort d'une blessure et fait une compétition exceptionnelle. On n'oubliera pas Haller, qui, avec toute son histoire depuis un an, arrivé en sélection blessé, rentre dans la compétition, se met à niveau et est décisif à chaque match. Donc c'est un groupe qui a joué, mais il y a quand même ces deux joueurs-là qui sortent du lot. Et en dehors de ces deux-là, effectivement, plein d'autres joueurs au niveau des Super Eagles, donc le capitaine nigérian Christ Ekong, qui a été aussi brillant. On a vu au niveau donc de la Guinée équatoriale le meilleur buteur. Au niveau du Cap-Vert, il y a eu en tout cas pas mal de révélations, en tout cas dans chaque équipe. On va revenir un peu sur une question organisationnelle. Quelle était votre force au niveau organisationnel? Alors, vous savez, l'organisation d'une CAN répond à un cahier des charges précis de la CAF. Donc, c'est la CAF qui donne le tempo, qui donne les orientations. Et je crois que l'organisation d'une CAN réside d'abord dans le choix des personnes clés, au poste clé pour pouvoir justement diriger le comité d'organisation. Si on ne fait pas de complaisance et qu'on met des hommes compétents à la tête donc des comités, je crois que nous aurons de très bons résultats. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire a su faire. La Côte d'Ivoire a su justement faire des choix stratégiques pour diriger le comité d'organisation qui était véritablement composé d'experts locaux. Et ça, c'est à le dire. On n'a pas eu recours à une compétence internationale ou extérieure. Non, ce sont des Ivoiriens, et moi-même j'en suis témoin, en charge donc de la communication et du marketing. Donc je suis Ivoirien, je fais partie du comité d'organisation. Et donc je crois que c'est ça la clé. Donc mettre des hommes clés à des postes clés, et puis avoir justement la rigueur dans le déploiement de toutes les étapes préparatives donc à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour moi, c'est cela la clé. Jean, on sait que la réussite d'une compétition comme ça, elle dépend du feedback des journalistes. Quelle était la relation et la réaction des journalistes? La presse a été d'un apport excellent, formidable. Nous savions que gérer la presse, c'était 40 à 50% de la réussite de ce salon, de la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, les bouchées ont été mis au double, de sorte que la presse soit dans les meilleures conditions. Nous avons fait un centre média principal de presse aux normes internationales, qui n'avait rien envié à celui du Qatar. Ils étaient tous hyper connectés, quel que soit l'endroit où ils étaient. Ils étaient transportés, ils étaient en tout cas très bien logés, et toute la presse en tout cas n'a pas tari d'éloges, parce que vous savez que vous les hommes de presse, c'est ce
ce que vous voyez, que vous dites. Et donc, je crois que à ce niveau, on a aussi joué notre partition de sorte que la presse soit dans les meilleures conditions pour pouvoir couvrir cet événement. Jean, votre équipe, on va dire, comment tu la vois plus tard? Comment tu vois l'avenir pour cette équipe? Écoutez, c'est un aspect purement technique qui relève des compétences de la Fédération ivoirienne de football. Je crois que le travail doit continuer. Dans ce milieu, il n'y a rien qui s'improvise. Et c'est un travail. Je suis très confiant pour la Côte d'Ivoire parce que nous avons une génération naissante. Et vous comprenez que la moyenne d'âge de l'équipe ivoirienne est de moins de 25 ans. Donc ce sont des jeunes qui ont une grande marge de progression devant eux. Et je pense que le meilleur est à venir pour la Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut faire, c'est de continuer à travailler. Il y a encore de jeunes gens qui peuvent intégrer l'équipe nationale, mais il faut d'abord consolider ce groupe-là, forger une équipe autour donc de valeurs et de principes de la gagne, du succès, de la discipline. Et je pense que c'est ce qui va permettre à cette équipe d'aller très loin. Et les apports des anciens comme Didier Drogba, comment était pour cette sélection? Comment jugez-vous cela? On a vu effectivement Didier Drogba très impliqué d'ailleurs dans cette compétition. Et d'ailleurs vous le voyez à chaque fois à l'écran vivre avec vraiment une très forte communion la Coupe d'Afrique des Nations en lien avec justement l'équipe de Côte d'Ivoire. Et il a justement apporté sa touche, sa pierre, de sorte à pouvoir redynamiser le groupe, inculquer justement son expérience, et cela même a démarré avant même la compétition. Au-delà de Didier Drogba, il y a eu plusieurs anciens de la génération 2015, la génération 1992 qui sont justement venus apporter leur expérience et partager tout ce qu'ils ont vécu comme expérience particulière au sein de l'équipe nationale, mais au cœur aussi de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc il a été vraiment très présent. Jean, on arrive à la fin de l'émission. Un dernier mot pour les auditeurs. Je te laisse conclure. Un dernier mot pour les auditeurs de Afrique FM. Alors, je voudrais vraiment remercier encore Afrique FM pour cet écho médiatique que vous continuez de donner justement à la Coupe d'Afrique des Nations, et remercier toute l'Afrique pour vraiment avoir pris part à cette Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, pour tous les retours positifs que nous avons eus, qui ont consolidé justement tous les efforts que la Côte d'Ivoire a pu mettre en place pour organiser cette Coupe des Nations. Je voudrais encore dire merci à tous, et puis que vive le football, que vive l'Afrique, vive l'Algérie et vive la Côte d'Ivoire. Merci Jean-Tanguy Yapaoudou, responsable manager de la cellule de communication pendant la CAN. Il a été au four et au moulin pour les journalistes. Il s'est plié pour tout le monde, pour Afrique FM. Oui, on te remercie Jean de ton professionnalisme. Pour rappeler, Jean aussi, c'est l'organisateur du Salon du football en Côte d'Ivoire. On arrive à la fin de l'émission, mes amis. Comme vous le savez, Afrique FM a tout le temps la cerise sur le gâteau. On va dire la cerise, c'est aussi pour nous le proverbe qui est un proverbe de chaque pays qu'on traite. Et on a un proverbe de la Côte d'Ivoire, la belle Côte d'Ivoire. Le proverbe qui dit « On ne montre pas son village à la main gauche ». On ne montre pas son village à la main gauche. Méditez ce proverbe ivoirien. Je vous remercie et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Afrique Sport.